Bonsoir à celles et ceux que je n'ai pas encore salués. Merci d'être venus nombreux parce que vous remplissez la salle. On a même une personne qui est venue exprès de Colombie, donc très honoré. Alors ce soir, je vais vous parler essentiellement des jardins de bois. Les jardins de bois, c'est une manière de cultiver du bois de chauffage en abondance sur un petit espace. Donc ça cadre bien avec des jardins particuliers. Bonsoir. Mais je ne pense pas pouvoir tenir 1 heure sur les jardins de bois. Et je voudrais démarrer cette petite causerie en vous expliquant un petit peu ce qu'est notre ferme, notre démarche, qui est une quête d'autonomie et de respect de la nature. Comment subvenir aux besoins des humains tout en restaurant son environnement au lieu de le détruire. Grande question d'actualité. Et puis la place qu'a l'arbre dans notre ferme, parce que je suis absolument persuadé que ce sont les arbres qui vont sauver le monde, mais ils ont besoin de nous pour les planter, pas tous, mais bon nombre d'entre eux en tout cas. Nous, en tant que paysans, on cultive essentiellement des arbres fruitiers. Et voilà, donc c'est un petit peu cette quête d'autonomie et le rôle des arbres, que jouent les arbres, dont je voudrais vous parler. Mais je voudrais quand même vous présenter un petit peu notre équipe. J'ai ma fille Rose et ma fille Lila sont là. J'ai Mathilde qui est notre collaboratrice qui dirige tout ce qui est gestion de la ferme. Bonsoir, bienvenue. Avec Christophe, son mari. Lancelot qui est aussi à la ferme. Et donc voilà, on est venu vous partager un peu notre passion. Alors, la ferme de Bec-et-Loing est située au Bec-et-Loing, vous l'aviez deviné. Donc, mettons 40 minutes d'ici, au sud. Et en fait, c'est un rêve de bobos néo-ruraux, voilà, osons le dire. J'ai créé cette ferme avec mon ex-épouse en 2003. On n'y connaissait rien à l'agriculture, même si j'avais toujours eu un potager. J'étais marin. Et donc, il y avait ce rêve d'une vie en harmonie avec la nature, ce rêve de faire quelque chose de bien pour la planète à notre toute petite échelle, un peu dans la lignée des pensées de Pierre Rabhi. Donc au début, on est un très joli fond de vallée au Bec-et-Loing, mais c'était juste des prés tout nus. Il y avait ces 2 grands chênes qu'on aperçoit. Et alors, les petits idéalistes que nous étions, on a commencé tout en traction animale. On a toujours un cheval de trait qui est maintenant géré par Mathilde, place aux jeunes. Et vous voyez, il n'y avait pas d'arbres, c'était juste des grands prés tout nus. Et en fait, au total, la ferme fait 20 hectares, mais elle est sur 2 sites. Et ce site du fond de vallée fait 5 hectares. Et il y avait 4 prés. Donc 4 prés qui faisaient à peu près 1250 mètres carrés chacun. Et alors on a divisé, parce que moi j'avais des mémoires de la campagne de mon enfance. Je suis né en 58, donc grosso modo, c'était les débuts du remembrement, mais quand j'allais en vacances, soit chez mon grand-père en Normandie, soit chez un oncle et une tante dans le bocage vendéen, c'était vraiment, je gardais un souvenir mais ébloui de ces petites parcelles, chacune entourée de son talus, de sa haie. C'était tellement beau, on se sentait tellement bien, que j'ai voulu recréer ça pour faire grandir, offrir à mes filles une enfance dans un bel espace qui ressemblait à mes souvenirs d'enfance heureux. Et au fil des ans, vous voyez, on a divisé la ferme en une quarantaine de parcelles, et qui sont quasiment toutes, donc la ferme va de là à là, et qui sont quasiment toutes entourées d'un talus avec une haie, et un accès à l'eau, un point d'eau, ou alors un accès à la rivière du Bec qui passe en fait ici, là, même si on ne la voit pas. Et donc, quelque part, on a cherché à recréer un peu cet espace d'avant le remembrement, mais en intégrant toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui, les connaissances des naturalistes, des biologistes, etc., pour recréer un territoire qui soit vraiment très vivant. Et donc là, à l'automne, on a eu une stagiaire qui a passé 4 mois à faire une cartographie très détaillée de la ferme. C'est comme ça qu'on a appris qu'il y avait 40 parcelles, en fait, à peu près. Et elle a compté tous les arbres, et on a planté, depuis 2003, environ 3000 arbres et buissons sur ces 5 hectares. C'est vraiment, on est maraîcher, on est arboriculteur, on a des moutons, on a quelques animaux, mais c'est vraiment l'arbre qui, pour nous, est la priorité absolue. Et ce qu'on observe, déjà, cette photo a au moins 10 ans, facilement, non, peut-être pas, 7-8 ans, mais ce qu'on observe, c'est qu'un territoire qui est dominé par les arbres, il est bien différent d'un territoire nu.
Et je trouve cette photo est assez parlante dans le sens que on voit le climat change, hein, tout le monde le sait. On a des sécheresses maintenant en Normandie qui peuvent être assez intenses. Nous, dans la ferme en 2019, on a enregistré des températures qui sont montées à plus de 42 degrés et sec de chez sec. Et en fait, quand l'herbe est toute grillée et que nos voisins éleveurs ramènent leurs animaux à l'étable et les nourrissent au foin, mais nous, en fait, c'est toujours vert. Alors notre herbe grille, hein, elle n'est pas meilleure que celle de nos voisins, mais on utilise à ce moment-là du bois fourrage, on coupe quelques mètres linéaires de haies tous les jours, et puis on voit vraiment qu'il y a un microclimat qui s'installe sous ces arbres, et ça fait partie des programmes de recherche qu'on aimerait conduire dans les années qui viennent, parce que depuis 2011, il y a des programmes de recherche qui se déroulent à la ferme, en partenariat avec l'INRAE, avec AgroParisTech ou avec des universités européennes. Et je crois que les principaux défis auxquels on doit faire face maintenant, c'est la perte de la biodiversité, c'est l'adaptation au changement climatique, c'est économiser les ressources en eau, etc. Gagner en autonomie alimentaire, énergétique, sur tous les plans. Et c'est vraiment ça nos axes de travail. Et on observe en fait qu'un paysage dominé par les arbres, eh bien, il y a moins de vent, il y a moins d'écart de température, il y a de l'ombrage, il y a une création d'humus parce que les racines vont chercher les minéraux de la roche-mère, les feuilles tombent sur le sol et le recouvrent d'une litière de feuilles. Il y a plein de niches écologiques différentes. Donc là, on a 2 grands naturalistes qui ont compté 75 oiseaux différents cette année, vous voyez. Donc il y a plein de niches écologiques qui accueillent plein d'oiseaux, d'insectes, etc. Et en fait, du coup, ce territoire complexe, la nature va toujours vers plus de complexité. Donc ce territoire complexe, il permet l'expression des services écosystémiques. C'est-à-dire tous ces services que la nature nous rend et gratuitement, et sans lesquels nous, humains, on ne serait pas là. Voilà. Et donc les plantations d'arbres vont bon train. Là, on a fait un grand chantier collectif. Vous voyez, on aperçoit 2 talus, un talus, on en a créé un de chaque côté de la parcelle, qui abrite un corridor de biodiversité qui permet de connecter la forêt toute proche au cœur intensif de la ferme, là où la production légumière est la plus intensive. Et voilà, toutes ces plantations d'arbres, c'est vraiment du boulot, mais je pense que vous en êtes toutes et tous persuadés, c'est une des plus grandes joies qu'on puisse avoir dans sa vie, non? Et puis, j'aime bien cette phrase qu'avait dit un Indien. Il avait dit, quand l'homme blanc meurt, il veut laisser de l'argent à ses enfants. Quand l'Indien meurt, il veut leur laisser des arbres. Alors moi, j'ai toujours été du côté des Indiens. Donc, je finis ma vie d'agriculteur avec 3 sous en poche, mais beaucoup d'arbres à transmettre à mes enfants. Voilà. Alors, on fait toujours nos chantiers très sérieusement, très concentrés et extrêmement professionnels, ça va de soi. Et voilà une petite vue, quelques années après la plantation. Donc là, en fait, il y a le cœur intensif de la ferme, et on avait pu racheter 3,5 hectares qui allaient de la rivière à la forêt. Et c'est là où on a fait un énorme effort de plantation qui a été réfléchi, parce que la première partie de la ferme, je ne dirais pas qu'on n'a pas réfléchi, mais ça a été fait vraiment intuitivement. L'idée, c'était de créer une sorte de tableau vivant avec la nature, un tableau en 3D. Et le primat était vraiment donné à une quête de beauté, quoi. C'était une quête de beauté, la quête d'un petit monde idéal. C'est un peu l'esprit de la permaculture dont on s'inspire. Le fondateur, Bill Mollison, avait dit « Vous allez dire qu'on cherche à recréer le jardin d'Éden. Mais pourquoi pas ?» Ben oui, c'est ce qu'on essaie de recréer. C'est un jardin d'Éden, mais qui soit bon pour nous et puis bon pour toutes les autres formes de vie, jusqu'aux vers de terre, jusqu'aux mycorhizes, jusqu'aux oiseaux. Et alors voilà, je vous présente 2 autres de mes collègues, Swan et Alice Lannes. Et alors, en fait, on a dessiné tout ça avec des naturalistes, on est en zone Natura 2000, donc avec les gens de Natura 2000, avec des ingénieurs agronomes, puisqu'on a beaucoup de chercheurs et de scientifiques passent à la ferme, et on en accueille qui font leur thèse ou leur mémoire de fin de master. Et donc il y a une sorte de grande artère qui est un chemin creux. Moi, j'avais trop la nostalgie des chemins creux de notre Normandie d'autrefois, il en reste, mais plus beaucoup. Et sauf qu'on a planté un chemin creux, mais comestible, vous voyez. Il y a une double rangée d'arbres fruitiers avec des buissons qui donnent des baies, et des talus quand même. Et puis, on a planté au total à peu près 7 hectares de pré-verger entre ce site et l'autre. On a donné aussi de l'importance aux fruits à coque, parce que les noix, châtaignes, noisettes
sont excellents d'un point de vue nutritionnel, faciles à récolter, faciles à stocker. Et ils nous semblent vraiment très importants parce que si on veut sauver la planète, c'est clair qu'il faut faire aussi évoluer un peu notre alimentation. Se nourrir plus près de la nature, plus local, moins de viande, moins de produits laitiers. Et les fruits à coque, par exemple, un hectare de châtaignier donne autant de protéines végétales qu'un hectare de blé, mais il ne demande pas de travail du sol, pas d'intrants, etc. Et alors, ça a donné un paysage bizarre, honnêtement, parce que si on voit cette photo aérienne, on se dit, on est où là? On va peut-être penser à la Colombie, à l'Amérique centrale, mais peut-être pas à la Normandie. On a créé des îles-jardins qui sont inspirées des ortillonnages d'Amiens, pour ceux qui connaissent, ou des chinampas de la vallée de Mexico. Et puis on a planté des forêts-jardins, je vous en parlerai un peu tout à l'heure. Et là, il y a notre première forêt-jardin. Et donc, il y a un effort de design en permaculture. On parle de design, c'est-à-dire comment concevoir un milieu où la nature va pouvoir s'exprimer et qui va favoriser la multiplicité des liens. Parce que dans un écosystème naturel, il y a tous les éléments, le sol, l'air, les plantes, les animaux, etc. Mais il y a aussi une composante invisible, c'est tous les liens qui relient toutes ces créatures qui sont là. Et ce réseau de liens, plus il est dense, plus le milieu est résilient. Et donc, on a vraiment cherché à mailler. Donc, vous voyez, il y a des arbres, il y a des prés vergers, il y a des animaux, il y a des cultures de légumes, il y a des petits fruits, etc. Et alors, notre principal job, je dirais, c'est d'être des maraîchères, des maraîchers. Mais les légumes qu'on mange, c'est quasiment que des plantes annuelles. Or, dans la nature, les plantes annuelles sont une exception. Dans un milieu sauvage, il y a à peu près 1% de plantes annuelles. Et toutes les autres sont des plantes pérennes, vivaces, et donc qui donnent pendant longtemps et qui sont beaucoup plus écologiques en fait. Alors, en sélectionnant les végétaux depuis le néolithique, les paysans, les paysannes ont sélectionné des plantes annuelles qui ont bien des intérêts. Mais nous, du coup, on est des cultivateurs de plantes annuelles, mais on cherche à entourer ces petits jardins maraîchers d'un maximum d'arbres pour donner de la stabilité à cet agro-écosystème. Et donc, vous voyez, on a nos jardins, alors on est juste devant la serre, c'est vraiment le cœur intensif de la ferme, mais c'est plein d'arbres. Là, il y a la mini-forêt-jardin dont je vais vous parler, il y a des céréales, il y a des légumes, et il y a des petits fruits, il y a des plantes aromatiques, il y a des fleurs comestibles aussi. Donc, en fait, sur un petit espace, on a tout. Et si vous vous rappelez la photo d'ouverture de ce diaporama, c'était tout nu. Il y avait que dalle, quoi. Il y avait juste de l'herbe. Et là, en fait, au fil des ans, on a eu des prises de conscience comme ça, mais extrêmement réjouissantes. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des problèmes du monde, et en ce moment, c'est un peu flippant. Et on peut se prendre des grosses bouffées d'éco-anxiété, mais il y a quand même plein de solutions. Et le fait de chercher à mettre humblement ses pas dans les pas du vivant, ben, je dirais, c'est juste magique. On va d'éblouissement en éblouissement. Et j'ai découvert comme ça, il n'y a pas très longtemps, mais ça m'a beaucoup parlé, le concept de biocapacité. C'est-à-dire la capacité d'un territoire donné à produire du vivant. Bio, ça veut dire la vie. Et c'est vrai qu'un hectare de pré normand nourrit à peu près une vache, une unité gros bovin, on dit. Et là, en fait, le fait d'avoir autant planté, d'apporter autant de soins à ce petit territoire, mais sa biocapacité a énormément augmenté. C'est-à-dire que je me souviens d'une réunion qu'on avait eue avec l'INRAE, un réseau de fermes expérimentales, il n'y en a pas beaucoup en France, et le responsable de l'agriculture bio au niveau national à l'INRAE, et c'était encore relativement les débuts de la ferme, avait dit, ce qui m'a frappé au bec et loin, c'est qu'un territoire qui nourrirait à peine une demi-vache produit une profusion de fruits, de légumes, etc., une sorte d'abondance, comme on peut avoir dans les jungles tropicales, où on est frappé par la luxuriance. Et là, vous voyez, avec ces vergers maraîchers, ce territoire très maillé, on gagne sur tous les plans, parce qu'on a des fruits, des légumes, des céréales, des baies, des fleurs, des produits animaux, si on le souhaite, mais en même temps, on a le microclimat, on a un milieu qui est beaucoup plus beau et beaucoup plus plaisant à habiter, et puis on a un état de santé des cultures magnifique, vous voyez. Donc nous, on ne s'est jamais beaucoup intéressé aux maladies, aux ravageurs des cultures, pour une raison bien simple, c'est qu'on a extrêmement peu de problèmes en fait. Tout ça s'autorégule.
le fait que les cultures soient mélangées et le fait qu'on ait énormément d'auxiliaires utiles. Et on pourrait détailler tout ça pendant longtemps, mais ce n'est pas l'objet de notre causerie de ce soir. Alors voilà aussi ce que ça donne. À l'origine, c'était juste un pré-verger. Et puis là, les arbres ont peut-être 5 ans, 6 ans. Et on a commencé par cultiver en traction animale, avec notre cheval de trait. Et puis après, quand on a fait des buts de culture permanente, on pourra en reparler tout à l'heure dans notre petit séance questions-réponses. Et puis maintenant, les arbres ont poussé et c'est redevenu un pré. Donc dans la permaculture, on intègre plein de concepts, dont le concept de succession, c'est-à-dire que le paysage va évoluer dans le temps pour s'adapter à la croissance des arbres. Et donc, on a des jardins maraîchers, effectivement, qui sont beaux parce que c'est très mélangé, mais qui sont vraiment entourés d'arbres et avec des arbres aussi dans les jardins eux-mêmes, comme c'était le cas dans les jardins de mes grands-parents. Et là, voilà, 2 autres membres de notre équipe, dont Liliane à droite, notre chef de culture, qui était premier violon dans les orchestres de Cuba, était violoniste à Cuba, et elle est devenue maraîchère en France. Voilà, il n'y a pas de... un itinéraire assez étonnant. Et même dans la serre, vous voyez, ça c'est notre serre qui fait 600 mètres carrés. Eh ben, on a planté des arbres, des figuiers, des agrumes, il y a même des bananiers, il y a des jasmins. Et en fait, c'est vachement agréable. Tu te crois un peu au jardin d'Adam et Ève, quoi. Bon, on évite d'être tout nu quand même pour pas choquer nos visiteurs, mais tu rentres là et les gens disent « Waouh, ça sent bon, c'est plein de couleurs. C'est très réjouissant en fait. » Et on a mené une étude technico-économique, là je me laisse emporter par mon enthousiasme, mais pendant 4 ans avec l'INRAE AgroParisTech, c'était la toute première étude conduite à la ferme. Elle a fait beaucoup de bruit parce que en travaillant complètement à la main, on arrivait à produire en moyenne 55 € de légumes du mètre carré. Légumes réellement commercialisés et lissés au prix moyen du légume bio de l'heure, quoi, pas au prix des marchés chics à Paris. Et 1000 mètres carrés cultivés, c'est pas grand, hein, 1000 mètres carrés, 1000 mètres carrés cultivés, auxquels il faut ajouter les allées, etc., permettait de créer un emploi décemment rémunéré. Ça, c'était un peu une petite révolution, parce que dans la pensée qui domine en agriculture, on dit plus tu es gros, et plus tu es mécanisé, et mieux tu gagnes. Bon, on sait que globalement, les agriculteurs ont vraiment beaucoup de mal à joindre les deux bouts, et c'est vrai que c'est assez stupéfiant de voir comment on traite nos agriculteurs en France. Mais c'est réjouissant de se dire que sans pétrole, sans énergie fossile, tu peux produire une nourriture d'excellente qualité, puisqu'elle a été très recherchée par plein de chefs étoilés, comme Alain Ducasse et d'autres, et en même temps renaturer ton espace et produire vraiment en abondance. Je vous disais 55 000 € de légumes produits en 2014 sur 1000 m². La moyenne avec un tracteur en maraîchage bio, c'est 30 000 € l'hectare. Donc, ce qui est génial dans cette approche-là, c'est que tu arrives à produire au moins autant sur un dixième d'hectare que sur un hectare, et du coup, tu libères 9 dixièmes d'hectare. Et qu'est-ce que tu fais avec tes 9 dixièmes d'hectare? Tu plantes des arbres, tu creuses des mares, tu plantes des haies, tu élèves des animaux, et du coup, tu as beaucoup plus de choses sur ton hectare. Alors, moi, gamin, j'étais fasciné par les énormes arbres têtards dont parlait bien Emmanuel tout à l'heure, qu'il y avait dans mon enfance en Vendée. Et tout de suite, dès la première année, on a cherché à recréer des trognes. Et là, vous voyez, par exemple, ça, c'est un saule blanc. C'est juste 3 brins de saule qui ont été tressés, on voit encore un petit peu, là, tressés très grossièrement, plantés dans le sol, un trou à la baramine, pof, tu plantes les 3. Et maintenant, Rose, si tu veux passer à la photo suivante, maintenant, notre mât et les jardins sont entourés de trognes. Celle que vous avez vue sur la photo d'avant, c'est celle-là. Et elle est bien maintenant large comme ça. En moins de 20 ans, en 18 ans. Donc ça pousse vite, c'est sympa. Et puis, Emmanuel parlait de vannerie l'année dernière, et on en a encore replanté la semaine dernière. On a planté une oseraie, parce qu'on est passionné par la vie paysanne au sens large, et par les artisanats qui sont liés aux micro-fermes. Voilà. Et donc, voilà une jolie vue de ce paysage qui est en train de se recouvrir d'arbres, d'eau, etc. Un endroit où il fait bon vivre. Et voilà notre collègue Swan qui se dégourdit les patounes devant des merisiers en fleurs. Et puis derrière, en fait, il y a le ruisseau du Bec. Et tout du long, on ne les voit pas trop là, mais ils poussent. Tout du long, on a planté une série de saules et de peupliers qu'on conduit en tétard.
ce vieux saule-là était là. Et puis tous les autres qui sont en fleurs, c'est ce qu'on a planté nous. Et donc voilà, les pré-vergers au printemps, c'est toujours un éblouissement. Et c'est vrai, je me dis, on a planté beaucoup de pêchers, abricotiers. Peut-être qu'avec le réchauffement climatique, on en aura plus. L'année dernière, on a eu des pêches, des abricots, qui étaient vachement bons d'ailleurs. Mais rien que pour les fleurs, ça vaut le coup de planter des fruitiers, vous ne trouvez pas? C'est féerique au printemps, quoi. On a 2 mois, c'est le bal des fleurs de fruitiers. Et on a soigné les petites barrières et tout pour donner un côté ferme de notre enfance, quoi, un petit milieu où il fait bon vivre. Là, en bordure du chemin creux, on a planté des futures trognes aussi, têtards. Donc ça, ce sont des peupliers. Il n'y a rien de plus simple, hein. On coupe une bonne branche bien droite, on fait un trou à la baramine, on met la branche. Là, ça devait être l'année 1. Vas-y, Rose. Et là, voilà, ça devait être l'année 4 ou 5. Et donc, de temps en temps, on élague les branches le long du tronc, et puis on rabat la couronne, et finalement, ça pousse très vite. Et voilà, notre petit chemin creux qui, petit à petit, un paysage qui serait en sauvage. Et en fait, ce qui est passionnant, c'est que ça ressemble au paysage d'une agriculture pré-industrielle, mais c'est ultra en phase avec les dernières avancées des sciences du vivant, quoi. Sur la notion de service écosystémique, sur la biodiversité et tout ça. Donc, en fait, on est vraiment gagnant sur tous les plans dans cette démarche. Le chemin creux, toujours, à la belle saison. Et voilà Mathilde qui rentre fièrement, avec Swan, du boulot. Et alors, tout le monde me disait, c'est la petite maison dans la prairie, ton truc, là. Parce qu'en plus, avec 4 filles, et j'avais fini par acheter pour mes dernières filles, qui sont plus jeunes que mes 2 aînées, les DVD de la petite maison dans la prairie. On s'est dit, mais en fait, c'est vrai, on s'est fait notre petit délire de... On vit la petite maison dans la prairie. Mais quand tu vas au boulot, dans ton chemin creux, avec ton cheval de trait, tu te dis, mais je rêve, là. C'est pas du boulot, ça. C'est du bonheur. Alors, on a aussi 12 hectares de bois. Maintenant, je vais vous parler un peu plus des arbres et du bois énergie, notamment. Et très vite, en fait, on a été assez conscient du fait que notre monde va de plus en plus mal. Comme vous le savez, nous, Français, on consomme 3 planètes et on n'en a qu'une. À l'échelle de l'humanité, dans sa globalité, comme il y a beaucoup de pauvres, on consomme 1,7 planètes, à peu près, 1,8 bientôt. Mais ça fait toujours trop, quoi, parce qu'on n'en a qu'une. Et donc, comment inventer de nouveaux modes de vie qui nous permettent de ne consommer qu'une planète et pas 3. Les Nord-Américains, c'est 5,5. Trump, je n'ose même pas imaginer combien il en consomme à lui tout seul. Et parce que c'est une question cruciale, vous voyez. Parce qu'en fait, ce qu'on consomme en trop, on le vole à nos enfants, quoi. Et eux, ils auront que les miettes. Donc, ils seront plus nombreux avec un climat incertain. Il y aura moins d'eau douce, moins d'arbres, des terres largement désertifiées. Et comment ils vont faire pour se nourrir et pour vivre? Il y aura de moins en moins de minéraux et il n'y aura plus d'énergie fossile d'ici avant la fin du siècle. Il faut absolument enfin, il y a le peak oil, comme on dit en anglais. Voilà, on aura de moins en moins d'énergie fossile. Elles vont être de plus en plus chères. Et puis même s'il y en avait éternellement, il faudrait qu'on arrête de les utiliser. Sans ça, on ne va jamais stabiliser le climat mondial. Donc en tant que paysan, moi, c'est les thématiques qui m'habitent énormément. Et je suis vachement inquiet pour les générations à venir. Et donc, depuis le début, on est habité par cette idée que peut-être notre modèle de civilisation est en train de s'effondrer. Mais en même temps, on ne se tire pas une balle parce que la vie est faite de mouvements de mort et de renaissance. Donc oui, notre civilisation industrielle, capitaliste, ultralibérale est en train de s'effondrer parce qu'elle est en train de scier la branche qui la porte. Mais il y a un nouveau monde qui est en train de naître aussi. Et on n'arrête pas à la ferme d'accueillir des pionniers du nouveau monde. Et ça, c'est juste génial. Et on en a dans la salle. Et du coup, on s'est dit, qu'est-ce qui peut marcher en cas de crise profonde? Ça peut être une crise énergétique, plus d'énergie fossile. Mais si on avait une guerre au Proche-Orient, si Poutine continuait à menacer l'Europe et à être agressif comme ça, on n'est pas à l'abri du tout de pénurie drastique d'énergie, n'est-ce pas? Ça nous pend au nez, et tous les prospectivistes, les collapsologues ont beaucoup étudié cette question-là. Mais ça peut être une crise économique, hein.
l'économie mondialisée est ultra fragile, ou ça peut être une crise sociale, etc. Et du coup, on s'est dit, il faut revenir aux choses simples, il faut revenir au local, il faut revenir au low-tech, et apprenons à faire sans pétrole, ou sans plastique, ou avec un minimum de pétrole et de plastique. Et donc, du coup, on a eu la chance de travailler avec des gens comme Jean-Marc Jancovici, qui est assez connu parce que c'est un des spécialistes du carbone. On l'a accueilli, on a travaillé avec ses équipes. Jean-Marc est le premier à nous avoir dit, mais ta ferme, c'est un puits de pétrole, en fait. Non, pardon, un puits de carbone. Un puits de carbone. Parce que, je vous ai parlé des sols. Il y a une étude sur nos sols qui montrait, alors je vous ai dit que nos sols étaient à peu près 10 fois plus productifs au mètre carré que des sols travaillés avec un tracteur. Parce que le fait de travailler à la main, ça ouvre tout un champ de potentialité. Mais en même temps, la teneur en carbone organique de nos sols, les Belges de l'Université de Gembloux ont étudié, augmente de jusqu'à plus 10% par an. C'est colossal. Et la teneur en minéraux biodisponibles pour les plantes a explosé en peu d'années. Donc, on stocke du carbone dans les sols et puis dans tous ces arbres, évidemment. Donc, on produit plus tout en stockant du carbone. On fait un peu l'inverse de l'agriculture dominante. On n'est pas meilleur que nos confrères, mais en s'inspirant du vivant, voilà, on trouve des solutions. Alors, on a des tronçonneuses. J'ai des tronçonneuses électriques, j'ai des tronçonneuses à essence, mais on a vraiment exploré comment travailler à la main. Et là, je vous ai amené deux beaux outils que vous pourrez voir tout à l'heure. Vous allez voir en photo, ma hache et notre scie de long. C'est notre scie passe-partout, pardon, excusez-moi, c'est pas une scie de long, c'est une scie passe-partout, qui est moderne. Donc elle coupe mieux que les scies anciennes, en fait, parce qu'on a quand même progressé d'un point de vue technique, etc. Mais surtout, elle a le mérite qu'ont les scies anciennes, c'est qu'elle est affûtable. Et tu peux la transmettre à tes enfants, elle va couper comme un rasoir, quoi. En voilà une à l'action, on peut enlever une des poignées pour travailler seul. Et alors, quel bonheur d'être tout seul dans le silence des bois ou à deux et de travailler comme ça en silence, tu vois, avec les odeurs, les chants d'oiseaux, peut-être un lièvre qui va passer, etc. Voilà le petit matos qu'on utilise pour aller faire notre bois. Alors, faute de temps, on ne fait pas tout à la main, mais je dirais que pour toutes les grandes fonctions de la ferme, on a des solutions sans pétrole. C'est-à-dire que s'il y avait une crise majeure, venez au Bec et Loing, pas pour nous piller nos légumes, mais on partagera nos expériences parce qu'on a un plan B, un plan C, un plan D pour tout, pour l'irrigation, pour la fertilité, etc., pour les outils, de manière à ce qu'en cas de crise, et c'est ça notre objectif ultime, on puisse continuer à nourrir la communauté locale, même en cas de crise. Et s'il y avait des millions de micro-fermes comme ça qui se créent un peu partout, je pense qu'on pourrait sauver la planète. Donc là, voilà, c'était la photo d'avant, c'était pour illustrer le fait qu'avec des limes et un petit peu de savoir-faire, parce que ces outils manuels demandent aussi des apprentissages. Mais c'est génial d'apprendre, c'est un des trucs les plus réjouissants de la vie. Et donc avec des limes, on peut affûter ces outils-là. Merci Rose. Et en fait, du coup, progressivement, on a mis des poêles à bois, des cuisinières à bois, partout dans la ferme. Alors on consomme un bon 20-25 stères de bois par an, donc on consacre pas mal de temps à faire notre bois de chauffage. Mais encore une fois, c'est que du bonheur, même si c'est pas mal de temps. Alors ça, c'est notre maison. On fait tout avec notre vieille cuisinière Godin qu'on a installée il y a plus de 20 ans. Et depuis quelques années, on l'a connectée. Il y a un ballon de 800 litres derrière. Et donc, il y a 600 litres pour le chauffage central. Donc, il y a un petit circulateur qui envoie l'eau chaude dans toute la maison, en fait. Et puis, il y a 200 litres pour l'eau chaude sanitaire. Donc, en fait, la même flambée va permettre de cuisiner, de chauffer la maison et de chauffer l'eau de la douche ou du bain. Alors, il y a un peu de technologie là-dedans quand même, parce qu'il y a des circulateurs, il y a 2 circulateurs. Et du coup, on s'est dit que si on avait une coupure de courant majeure, ça ne marchait plus, donc c'était un peu couillon. Et donc, on a installé des panneaux solaires et une éolienne pour gagner en autonomie énergétique. Et puis, on a aussi évidemment la cheminée, qui est toujours utile. Attends, Rose, t'es passé trop vite. Si on veut faire, par exemple, sécher un chien, ou voilà, on a toujours besoin d'un feu de cheminée. Et on prend la plupart de nos repas devant la cheminée.
Et en fait, on adore l'hiver parce qu'on a un petit peu moins de boulot. On peut arrêter de travailler plus tôt l'après-midi. Et puis on a la joie d'être devant le feu, avec toutes les mémoires qu'on a associées au feu depuis la préhistoire. Et on a un four à pain qu'on a construit aussi. Donc Lila, qui est une grande cuisinière, fait le four à pain. On a auto-construit à la ferme une éolienne modèle Pigot, c'est un modèle low-tech. Donc les pales ont été faites à la ferme, en bois. Et elles donnent honnêtement pas beaucoup parce qu'on est dans un fond de vallée, mais c'est quand même sympa. Et puis les panneaux solaires, dernière génération, ça produit vraiment beaucoup. Et à ma grande surprise, même quand il pleut, ils produisent. C'est incroyable, hein. J'aurais pas cru ça. Et alors voilà, repartons un petit peu en forêt, parce que donc j'ai parlé un peu du bois énergie, on va y revenir avec les jardins de bois. Il y a aussi tout ce qu'on peut faire comme artisanat. Et on a la chance d'être très amis avec Lou et son compagnon Loïc, qui sont une petite entreprise de charpente locale dans l'Eure, et c'est eux qui ont été choisis pour reconstruire la charpente de Notre-Dame. Et quand on voit cette jeune femme, qui est par ailleurs ingénieure agronome, manier ces énormes haches, on a un bel exemplaire ici. Ils ont une collection de haches délirante, incroyable. Eh bien, c'est quand même vachement sympa. Et moi-même, suite à 2 visites avec les enfants au château de Guédelon, je ne sais pas si vous connaissez le château de Guédelon, hein, c'est juste magique, je les avais vus équarrir à la hache. Alors je me suis dit, ils sont barges. La première fois, je me suis dit, ils sont vraiment barges ces mecs, quoi. Et puis la deuxième fois, je me suis dit, c'est quand même intéressant. Et du coup, en autodidacte, on était à battre des arbres en forêt et on a fait un bel atelier. Donc ça a été taillé à la hache, dehors, dans l'herbe, un peu comme autrefois, une petite charpente paysanne, qui n'a rien coûté. Et là maintenant, j'ai un bel atelier de 60 mètres carrés, juste au bord de la rivière, où je passe mes heures les plus heureuses. Et donc on développe beaucoup l'artisanat. Alors maintenant, on propose aussi même des formations courtes liées à l'artisanat. Le travail du bois, la vannerie, on est en train d'explorer la poterie, je sais pas, plein de types d'artisanat, les fibres végétales, les teintures végétales. Tous les usages qu'on peut faire des plantes nous passionnent. Et je passe très rapidement, mais on utilise beaucoup les faux. Ça, c'est vraiment un outil magique, la faux. Donc là, voilà, Emmanuel Aublin, le monsieur qui est en polo noir, a créé le comptoir de la faux. C'est un ami, il est extrêmement généreux dans ses connaissances. Et il a écrit un livre, on a créé avec Lila, qui était éditrice, une petite collection de guides pratiques qui s'appelle Résilience. On en est à 40 titres aux éditions Ulmer. Et il y a un titre qui s'appelle Sur la faux, voilà, écrit par Emmanuel. Comment utiliser une faux, la choisir, la régler à sa taille, l'affûter, etc. Et on cultive aussi les céréales. Ça, je le dis juste comme une petite parenthèse, parce que ce n'est pas notre sujet ce soir, mais depuis 6 ou 7 ans, avec l'INRAE de Rennes, on a un partenariat sur les céréales jardinées et qu'on conduit maintenant en partenariat avec l'association Triticum, une association normande très dynamique, pour sauver les variétés anciennes et puis voir comment on peut faire ces céréales dans son jardin, sans pétrole et sans tracteur. Alors maintenant, un petit mot sur les forêts-jardins. Alors, on a planté 3 forêts-jardins. Ça, c'est un concept qui a été un peu popularisé par la permaculture, mais qui existe depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que nous, en Occident, en Europe, on a une agriculture de plaine, parce qu'elle est née au début du néolithique, dans le croissant fertile. C'était des milieux ouverts, c'était des milieux de plaine. Et du coup, les premiers agriculteurs ont sélectionné des plantes des plaines, notamment nos céréales, qui sont des graminées, et des animaux des plaines, donc nos ovins, nos bovins, nos caprins, nos équidés sont des animaux des plaines. Mais ce n'est qu'une agriculture. Ailleurs dans le monde, il y a eu plein d'autres berceaux d'invention de l'agriculture, et notamment dans les régions comme la Colombie qui étaient dominées par des arbres, par la forêt. Ben, les gens ont pris la forêt comme modèle. C'est-à-dire qu'en Asie mineure, au néolithique, ils ont pris la steppe comme modèle, les plaines, mais d'autres ont pris les arbres. Et le fait d'avoir choisi une agriculture de steppe, c'est assez tragique parce que l'étape d'après la steppe, c'est le désert. Et en fait, maintenant, les études modernes montrent que dès l'Antiquité, dès la préhistoire, il y a eu des désastres écologiques. Et les premiers paysans ont désertifié l'Afrique du Nord, le pourtour méditerranéen. Il y a eu un équilibre qui a été trouvé quand ils ont réintroduit des oliviers et de l'agroforesterie. Mais il ne faut pas croire que les désastres écologiques
date de la révolution industrielle. Dès la préhistoire, il y en a eu. Donc un modèle fondé sur les arbres est beaucoup plus stable, beaucoup plus pérenne. Ça, c'est notre première forêt-jardin, qui n'a jamais donné beaucoup, et pour diverses raisons. Et après, on en a planté deux autres, dont une mini forêt-jardin, qu'on étudie depuis 10 ans. Si ces études vous intéressent, allez sur le site fermedubec.com, et vous avez tous les rapports scientifiques sont en accès libre. Et notamment, j'ai aussi écrit un petit livre sur la forêt-jardin qui est là. Et en fait, c'est stupéfiant. Cette mini forêt-jardin fait 300 mètres carrés et elle a produit l'année dernière plus de 6 000 euros de légumes, pas de légumes, de fruits, petits fruits, herbes aromatiques. Et en moyenne, sur 10 ans d'études, donc qui intègrent l'année de la plantation, elle produit à peu près 4 000 euros par an en ne demandant que 80 heures de travail en moyenne chaque année. Donc on a un petit milieu, c'est une forme d'agroforesterie sauvage, qui est super intéressant, parce qu'il est à la fois ultra naturel et ultra performant, quoi. Donc il faut qu'on arrête d'opposer, soit on protège la nature, soit on développe les activités humaines. On peut tout à fait, en imitant la nature, développer nos activités et faire du bien à toutes les formes de vie, quoi. C'est peut-être un peu naïf dit comme ça, mais le maraîchage sans pétrole qu'on a étudié et la forêt-jardin qui marche sans une goutte d'énergie fossile sont des milieux extrêmement productifs. Chaque heure de travail dans la forêt-jardin, je crois l'année dernière, on produisait en moyenne 56 euros par heure de travail dans la forêt-jardin, de valeur. Il n'y a pas beaucoup de métiers d'agriculture qui produisent autant. Alors là, la voilà lors de sa plantation. Et la voilà en année 1 déjà, c'était assez luxuriant. Et alors, elle évolue aussi, nous on l'observe. Par exemple, l'ail des ours prospère. Il y a des végétaux qu'on avait introduits, ce ne sont pas plus, ils ont disparu. Il y en a qu'on a supprimés parce qu'ils ne donnaient rien. Mais les framboisiers et l'ail des ours prospèrent, donc c'est quand même vachement sympa, parce que c'est des plantes merveilleuses. Et puis alors on a même eu la bonne surprise d'avoir une hybridation entre des potimarrons et un pommier. Donc on a un pommier qui porte des potimarrons. C'est incroyable, non? Hein, les bonnes surprises de la nature. Alors maintenant, j'en viens quand même à ce qui était mon thème principal, les jardins de bois. Les jardins de bois, c'est venu quand j'écrivais notre petit bouquin Faire son bois de chauffage sans pétrole, qui est là. En lisant un peu de documentation quand même, je suis tombé sur un livre qui est vraiment merveilleux, je vous conseille vivement. Il s'appelle L'homme et le bois. C'est Gaïa Édition qui l'a publié en France. C'est écrit par un Norvégien qui s'appelle Lars Meeting. Donc c'est une traduction du norvégien, c'est un gros best-seller dans les pays scandinaves parce qu'ils utilisent beaucoup de bois. Et donc il décrit tout pour faire son bois de chauffage, mais il évoquait les jardins de bois, et c'est un truc dont je n'avais jamais entendu parler. Alors qu'est-ce que c'est qu'un jardin de bois? En fait, c'est un taillis recépé. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Recépé, c'est-à-dire que tu plantes un arbre, et pour un grand nombre d'espèces en tout cas, si au bout de quelques années tu le coupes au ras du sol, bah, le système racinaire reste dans le sol et il va émettre 3, 4, 5 troncs depuis la souche et qui vont pousser d'autant plus vite que le système racinaire est en place. Et du coup, tu démarres avec un petit tronc maigrelet et après la première coupe, tu vas te retrouver avec 4-5 troncs vigoureux qui vont pousser très vite. Et d'après Lars Meeting, si en plus tu fertilises ton taillis, eh bien, il va te donner 5 fois la quantité de bois d'une forêt diversifiée, classique de chez nous, quoi. Alors ça m'a vachement passionné parce que comme depuis des années, on cherchait à s'autonomiser par rapport aux énergies fossiles et à donner priorité au bois de chauffage, bon, nous, on n'a pas de problème parce qu'on a la chance d'avoir 12 hectares de bois. Mais tout le monde n'a pas 12 hectares de bois et on peut tous faire le constat, vous en êtes certainement conscientes et conscients, que les bois coûtent de plus en plus cher, ça a complètement explosé le prix, maintenant c'est couramment plus de 10 000 euros l'hectare. C'est introuvable d'acheter une petite parcelle de bois. Donc si tu es super écolo, que tu dis je veux vivre avec du bois, et je voudrais le produire moi-même par souci d'autonomie, et puis pour la joie de faire mon bois, mais tu vas le chercher où ton bois? Tu vois, tu peux l'acheter 70 euros, 80 euros le ster, fondu, livré, sec. Mais si tu veux le faire toi-même, tu ne peux pas te dire naïvement je vais aller acheter 1 hectare de bois, parce que tu ne vas pas le trouver. Quand il y a des parcelles qui sont mises sur le marché, généralement de bouche à oreille, les chasseurs les rachètent. Et puis ça peut être des lots de 20, 30 hectares, donc
qui a 300 000 € à mettre dans 30 hectares de bois? Pas tout le monde, quoi. Et du coup, nous, on n'avait pas besoin de ces jardins de bois, mais on s'est dit, mais il y a un truc super intéressant, une piste là à explorer. Est-ce qu'on peut produire réellement? Est-ce que l'Art-Smithing a raison? Est-ce que tu peux vraiment produire beaucoup de bois, énergie, chez toi, sur une petite surface? Alors, il y a une donnée qui est couramment admise, hein, c'est que en moyenne, 1 hectare de forêt naturelle de chez nous, enfin, qui n'est pas si naturel que ça, mais te donne en moyenne 10 stères de bois par hectare et par an. C'est-à-dire que tu peux chaque année et pendant longtemps, sans appauvrir ta forêt, prélever 10 stères de bois. Je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'un stère de bois. C'est un tas de bois d'1 mètre par 1 mètre par 1 mètre, donc 1 mètre cube de bois. Mais ce n'est pas 1 mètre cube de bois plein, c'est 1 mètre cube de bûches. Donc il y a quand même un peu d'interstice entre les bûches. Et alors avec une maison moderne, plus ou moins bien isolée, si tu veux te chauffer complètement, tu vas utiliser peut-être entre 5 et 10 stères de bois. Avec une maison ultra écolo, passive, tu te chauffes avec une bougie quasiment. Donc ton bois, ça va être plutôt un agrément, le plaisir de voir des flammes danser dans la cheminée. Donc là, peut-être que 3 stères, 2-3 stères, tu vas faire ton année. Nous, on a une vieille chaumière qui est une espèce de passoire énergétique. Donc comme on fait énormément de feu tout le temps pour chauffer la maison et tout ce que je vous ai expliqué, et on est plus proche des 20 stères de bois. Mais du coup, ça veut dire qu'il nous faut, nous, 2 hectares pour subvenir à nos besoins. Mais si réellement un jardin de bois est capable de produire 5 fois plus qu'une forêt, ça veut dire que 1000 mètres carrés de jardin de bois te donnerait 5 stères par an. Et c'est ça qu'on a voulu vérifier en lançant cette expérience. Est-ce que réellement, ce que l'Art-Smithing écrit est juste? J'ai fait les recherches sur Internet, j'ai pas trouvé de références similaires. On trouve des références sur les taillis. Les taillis, c'est un mode de conduite très ancien et qui, hélas, été abandonné parce que ça pourrait être un bon sujet pour le parc, tu vois. Les Anglais, ils sont beaucoup plus en avance que nous, toujours, sur les trucs écolos. Et donc, ça fait longtemps que les Anglais replantent des taillis de châtaignier, notamment, parce que le châtaignier est un arbre magnifique pour faire de l'artisanat, soit des paniers, plein d'usages, hein, des barrières, des piquets de clôture, etc. En plus des châtaignes, évidemment. Et donc, le taillis, c'était une manière de gérer la forêt traditionnelle et super efficace, qui a été abandonnée parce qu'autrefois, nos forêts étaient très habitées. Et maintenant, il y a juste des chasseurs, des cueilleurs de champignons ou des promeneurs. Mais il n'y a plus tous ces petits artisans du bois qui habitaient dans les forêts. Je me souviens, quand j'étais ado, avoir rencontré un vieux bûcheron qui travaillait toujours à 70 ans passés. Et ben, il me racontait dans son enfance, ses parents étaient charbonniers. Il habitait dans des huttes dans la forêt, quasiment toute l'année. Et donc le taillis est un système bien connu. Le fait que la CP, c'est un système bien connu, hein, tous les Normands ruraux connaissent ça. Mais le fait qu'en le fertilisant, tu puisses produire 5 fois plus de bois de chauffage, j'ai pas trouvé d'autre source que l'Art-Smithing. Et on s'est dit, il ne faut pas mourir idiot, on va essayer de le vérifier. Donc voilà, on en a planté 3 jardins de bois, donc 1400 arbres au total, de 5 essences, tu as passé déjà la diapo, de 5 essences, saule, peuplier, bouleau et aulne. Et on a planté après un 3e jardin de bois de châtaignier. Alors vous allez me dire, le saule, le peuplier, le bouleau, les aulnes, c'est quand même globalement des bois soit tendres pour le saule et le peuplier, soit demi-dur, mais plutôt entre demi-dur et dur pour le bouleau et les aulnes, qui forment un excellent bois de chauffage. Mais vous allez me dire, ce n'est pas des bons bois de chauffage, ce n'est pas du chêne, voilà. Ben en fait, le truc, c'est que ça pousse tellement plus vite qu'au final, ça te donne quand même beaucoup plus de calories. Et il faut savoir que 1 kg de bois sec, sec de chez sec, quelle que soit l'essence, ça peut être de l'ébène ou du peuplier qui est un bois très tendre, il contient le même nombre de calories. Voilà, au poids, tu vois, 1 kg de bois sec te donne un certain nombre de calories. C'est le même pour toutes les essences. Simplement, si tu plantes un jeune chêne, c'est tes enfants qui vont le couper. Il sera peut-être comme ça à 80 ans, tu vois. Et là, vous allez voir ce que ça donne, parce qu'on l'a fait cette semaine en prévision de notre rencontre.
Mais si tu coupes un peuplier, ben, au bout de 5 ans déjà, tu as quelque chose qui n'est pas ridicule. Et je vous donnerai les chiffres tout à l'heure. Alors, attends, reviens en arrière, Rose. Et donc, en fait, il n'y a qu'un jardin de bois que j'ai eu le temps de fertiliser pendant les 2 premières années. Alors là, je vous partage un peu un retour d'expérience plus technique, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on rêve de faire et puis il y a la réalité, c'est qu'on est tout le temps trop pris et qu'on manque de temps. Donc, avec Swan, là, eh bien, j'ai mis voilà, un bon tas de fumier au pied de chaque arbre les 2 premières années. Et c'est intéressant que je n'ai pas pu le faire sur tous les jardins de bois parce que en année 2, je crois que c'était en 2003, on s'est tapé. Hein, 2023, merci Lila. Il y en a au moins une qui suit. Hein. Vous suivez, vous, j'espère. Hein. En 2023, il y a une putain de sécheresse et les jardins qui n'avaient pas été paillés, j'ai eu beaucoup de mortalité dans les arbres. Et j'observe qu'ils poussent beaucoup moins vite parce que c'était les mêmes essences. Donc, comme quoi, même les arbres, on pourrait se dire, on va fertiliser des légumes, mais même les arbres, ils poussent quand même beaucoup plus vite et ils reprennent beaucoup mieux quand ils sont fertilisés. Et on avait déjà fait cette observation plus tôt parce qu'on avait généreusement paillé plein d'arbres et ils te passaient les sécheresses tranquillement, finger in the nose. Et voilà. Donc ça, voilà l'illustration d'une bouture de peuplier. Donc certaines essences, on les voit à peine tellement c'est petit. On avait acheté des petits plants forestiers d'aulne, de bouleau, c'est des petits plants forestiers grands comme ça, toi, que tu achètes 60 centimes, 70 centimes à un pépiniériste spécialisé. Mais là, on a juste taillé dans nos peupliers, et pareil pour les saules, dans un trou de baramine, tu plantes ton truc, et c'est fait. Et ça reprend quasiment à 100%. Alors voilà un second jardin de bois qui, lui, était en bordure de forêt, et qui a beaucoup plus souffert. Ça, c'était pris cet hiver, les arbres sont encore assez petits. Et là, en fait, comme ils sont implantés au nord de la forêt, ils sont dans l'ombre de la forêt, et tout l'hiver, ils ne reçoivent pas un seul rayon de soleil. Et je me suis dit, pardon, ils poussent moins vite parce qu'ils n'ont pas de soleil. En fait, non. Parce que les sujets qui poussent beaucoup plus vite que les autres, et c'est très net, hein, ben c'est ceux qui sont en lisière des arbres. Donc ils sont à l'ombre des grands arbres, mais comme c'est quand même des essences forestières, ils poussent finalement beaucoup plus vite que ceux qui ont été plantés un peu isolément. Puis ils ont peut-être moins chaud, ils souffrent peut-être un peu moins de la sécheresse. Mais ce jardin-là, on a eu beaucoup de pertes quand même. Et alors voilà, ça c'était pris il y a 1 an. Voilà Liliam au milieu du jardin de bois. Alors, quel espacement? Je n'ai pas trouvé vraiment de référence technique sur à quel espace planter les arbres dans un taillis, etc. Donc je m'étais dit, il faut quand même pouvoir circuler soit avec le cheval, soit en un micro-tracteur quand même à la ferme pour faire les récoltes de bois. Donc on avait fait des rangées espacées de 3 mètres et les arbres sont plantés à 1,50 m sur le rang. Depuis, j'ai vu des photos des taillis de châtaigniers en Angleterre, c'est beaucoup, beaucoup plus dense. Donc je pense qu'on aurait pu planter beaucoup plus serré. Mais ce que je me disais, c'est que là, il y a un seul tronc, parce qu'ils n'ont pas encore été recépés. Après, quand tu auras 4 ou 5 troncs, ça va quand même devenir beaucoup plus dense. Donc je m'étais dit, pour faciliter la coupe, etc., et l'évacuation du bois, il ne faut pas que ça soit trop, trop dense quand même. Et ça, c'était en année 4. Donc le petit bâtonnet, plus petit qu'un manche à balai que vous avez vu tout à l'heure, en année 4, ça donnait déjà ça, pour le peuplier qui est le plus rapide de tous. Et là, c'est une photo que j'ai prise avant-hier. Donc voilà, en année 5, ça a été planté en février 2021. Donc ça fait juste 5 ans. Ben, je trouve déjà, on arrive à quelque chose qui est assez gratifiant, parce que 5 ans, c'est pas beaucoup dans la vie d'un arbre. Et on a coupé les 5 plus grands avant-hier avec l'équipe, et on a tout mesuré. Parce que nous c'est des petites études qu'on fait. Aucun de nous n'est scientifique à la ferme de formation. Donc c'est plutôt des petites études paysannes menées avec les moyens du bord, mais on essaie quand même d'avoir un minimum de rigueur. On peut élaborer des protocoles avec les scientifiques. Voilà, c'est vraiment une étude qu'on a lancée nous, mais on a tout quantifié. Donc je vous donnerai les caractéristiques des arbres qu'on a coupés dans 3 minutes.
Donc vous voyez que là, on a les saules. Je pensais que les saules poussaient au moins aussi vite que les peupliers, mais non. Ces saules-là sont destinés à faire des trognes, donc il faudrait qu'on élague un peu la tige, là. Et puis derrière, on a les peupliers, les bouleaux et les aulnes dans ce jardin-là. Les châtaigniers sont ailleurs. Et voilà, ma rose. Ça, c'est un arbre. Donc on en a prélevé 5 parce que c'était quand même un petit peu de boulot. On n'avait pas le temps d'en faire plus. On aurait pu en couper beaucoup plus. En fait, j'attendais que les troncs aient un diamètre suffisant pour faire une bûche. Mais ce n'est pas des grosses bûches, vous voyez, donc une fois sèche, on pourra la rentrer entière dans le poêle, on ne va pas se donner le mal de la refendre. Mais je ne voulais pas les couper avant. Donc voilà déjà une première info, c'est que le peuplier qui est de loin l'essence qui pousse la plus vite, en année 5, on pouvait déjà prélever les plus beaux sujets. Et alors on a voulu tout récupérer pour quantifier, donc les bûches, le petit bois et faire des fagots avec les branches. Et après, on a pesé chaque arbre et on a cubé le bois que nous avaient donné ces 5 peupliers. Donc on a fait ça dans un cadre en bois qu'on a rempli, on a mesuré le volume. Et voilà les données. La hauteur moyenne des arbres faisait 11,50 m, donc nos petits manches à balai ont quand même bien profité de la vie. Ces 5 peupliers, à ma grande surprise, ils ont donné 0,55 stères de bois. Ça veut dire que chaque peuplier à 5 ans te donnait un dixième de stère. Alors je ne m'attendais pas à ça. Alors j'ai quand même un petit doute sur cette donnée, c'est que j'avais dit à l'équipe, si on atteint le demi-stère, je vous paye le champagne. Alors je crois qu'il n'y a pas eu un copeau qui a été épargné, et ils ont réussi quand même. Mais non, ça a été fait sérieusement. Et il n'y a pas les fagots, oui. Et par contre, dans le poids, et vous avez pesé les fagots, hein, et ces 5 arbres ont donné 392 kg de bois vert. Et alors, vous savez qu'il y a beaucoup d'eau dans du bois vert, n'est-ce pas? Donc j'ai fait ma petite recherche sur Internet, sans aller sur ChatGPT, parce que l'IA, why not, mais ça consomme beaucoup d'énergie. Et j'ai trouvé que pour le peuplier tremble, il fallait enlever 36% d'eau, d'humidité, de poids donc, pour arriver au bois sec. Eh bien, ça fait quand même 251 kg de bois sec pour 5 arbres qui ont 5 ans. Ça veut dire que chaque arbre a donné 50 kg de bois sec. Et donc, je me dis, c'est chouette, c'est une donnée vraiment intéressante, c'est-à-dire que c'est quand même signifiant. Et donc, les jardins de bois, on n'en est qu'au début, hein. Après, quand ils auront été recépés et que chaque souche va donner 3, 4, 5 troncs, ce chiffre-là va être multiplié par 3, 4, peut-être, vous voyez. Donc, ça veut dire qu'on n'en est qu'au début de cette étude, c'est la première récolte. Vous êtes les premières personnes à qui on en parle, donc ça fait très plaisir de vous présenter ces travaux ce soir. Merci encore Emmanuel. Et ça veut dire qu'il y a quand même potentiellement un intérêt. Pourquoi? Parce que si 1000 m² te donne réellement 5 stères de bois chez toi, tous les ans, année après année, eh bien, beaucoup de gens ont 1000 m² à dédier à un jardin de bois, n'est-ce pas, chez eux? Et on voit dans la nature, chaque élément remplit plusieurs fonctions. C'est-à-dire ton jardin de bois, mettons que tu es à la campagne, on a couramment des terrains qui font 1000, 2000, 3000, 5000 m². C'est pas rare de trouver une petite chaumière normande avec 2-3 hectares. Hein. Et donc tu peux tout à fait dédier 1000, 2000 m² à un jardin de bois. Et puis si tu intègres un peu les concepts du design permaculturel, par exemple, mettons que tu as une route disgracieuse ou une vue moche sur une usine ou un château d'eau ou je ne sais pas quoi, tu peux tout à fait implanter ton jardin de bois à cet endroit-là. Et puis, il va t'abriter du vent, il va te procurer un ombrage, il va accueillir de la biodiversité. Tu auras beaucoup de joie à t'y promener et il te donnera en plus ton chauffage gratuit. Parce que, mettons que tu cherches à acheter un bois, tu vas peut-être trouver un bois à 40 km de chez toi. Donc, le plaisir est beaucoup érodé. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu vas être obligé de prendre ta voiture, mettre ton matériel dans le coffre, la remorque, aller tronçonner là-bas, rentrer chez soi le soir, le pétrole de la voiture, c'est que moyennement satisfaisant, quoi. Alors que si chez toi, tu peux produire ton bois énergie, tout de suite, tu fais un bond en autonomie et en qualité de vie.
Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous a intéressé? Ça vous donne envie d'en planter? Pardon? Vous n'avez pas la place? Il fait quelle surface votre jardin? Je pense que même 100 mètres carrés, ça peut être sympa, hein. Bah déjà, une haie, par exemple, si on a 1 hectare, ça fait 400 mètres linéaires de haie. 400 mètres linéaires de haie, ça produit, je pense que ma mémoire flanche un peu, mais je crois 30 mètres cubes de broyat, quoi, de BRF, ce qui est pas négligeable. En fait, je pense que si on, la moitié des arbres en France sont des arbres champêtres, hein, Emmanuel, je dis pas de bêtises là. Et autrefois, les gens utilisaient beaucoup plus les arbres champêtres que nous aujourd'hui. Et quand on a un petit terrain, bah, il faut être d'autant plus imaginatif, j'imagine, pour faire feu de tout bois, une haie, des trognes, un petit jardin de bois, la taille des arbres fruitiers, on essaie de récupérer un maximum partout. On sait rien, on part à l'aventure là. C'est un voyage en terre inconnue, quoi. Donc on ne savait pas à quelle vitesse ça pousserait, on ne savait pas quelle essence pousserait la plus vite. J'étais quand même agréablement surpris de voir qu'en année 5, on pouvait déjà prélever, que ce n'était pas ridicule. Il y a plein d'autres arbres qui étaient de la taille de ceux qu'on a coupés, qu'on aurait pu couper également. Je pense qu'une étude comme ça, il faut la conduire sur 25 ans. Alors on cherche des mécènes pour nous aider, parce que c'est quand même pas mal de boulot et honnêtement c'est dur de vivre de l'agriculture, c'est extrêmement dur. Donc on a souvent des mécènes qui nous aident. Alors si quelqu'un est un industriel très riche parmi vous, il peut venir nous voir après la conférence si le sujet l'intéresse. Parce que c'est pas évident de trouver des budgets pour conduire des études au long cours comme ça. Mais parce que tous les ans, il faut s'accrocher, il faut relever toutes les données. Là, ça va, on a quantifié une fois en 5 ans. Si, j'avais les diamètres des arbres aussi. Tu as passé toutes les diapos, je crois qu'il y en avait encore une. Voilà, les diamètres des arbres à 1 mètre du sol. En moyenne, les peupliers faisaient 31 cm, les aunes 22, le bouleau 20 cm de circonférence, pardon, et les saules 17 cm. Donc ça, on va le mesurer tous les ans. On mesure un certain échantillon. On ne mesure pas tous les arbres, on en mesure 10 pris au hasard, et puis après on fait une moyenne. Et voilà. Mais quand on menait les études sur les légumes, chaque geste et chaque salade, chaque botte de radis, pendant 4 ans, était comptabilisé. Alors là, c'était un job. On avait un ingénieur à temps plein pour piloter cette étude. Et là, on pourrait en profiter pour rendre hommage à Francis Allais. C'est pas si un nom qui vous parle. Un scientifique qui nous a quittés le mois dernier, qui était le grand spécialiste des forêts primaires, etc. Et lui dit que en fait, les plants partent beaucoup mieux si on part des graines. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a un mouvement de pépiniéristes qui va chercher des graines locales au pied des haies pour multiplier des essences locales bien adaptées au climat. Ça peut être la même essence, par exemple, s'il va multiplier un érable. Voilà, ça peut être la même essence d'arbre qu'ailleurs en France, mais cet érable-là sera adapté au terroir, au climat, et c'est assez intéressant. Et nous, on a vu qu'on a eu beaucoup de mortalité dans nos petits châtaigniers qu'on a plantés, c'était à peu près haut comme ça, parce qu'on ne s'en est pas occupé, parce qu'ils n'ont pas été arrosés, ils n'ont pas été paillés, etc. Et on s'est dit que pour reconstituer ce peuplement, ben, ça serait beaucoup mieux d'aller chercher des châtaignes auprès de nos autres châtaigniers ou dans notre petit bois et de mettre plein de châtaignes comme ça en ligne pour faire un semis direct de châtaigniers. Bon, on a raté le coche cet hiver, on voulait le faire et puis on n'a pas trouvé le temps. Mais ça peut être un autre moyen de créer un jardin de bois, c'est de prendre plein de graines d'arbres locales et les épandre comme ça et puis de laisser la nature faire le boulot. C'est un peu plus long. Ben, il paraît qu'en fait, après, les arbres qui poussent comme ça à partir de la graine, ils rattrapent, en à peu près 3 ans, ils rattrapent les autres. Oui, parce ils se font leur propre système racinaire qui n'est pas perturbé par une transplantation et ils sont vraiment bien adaptés. J'ai pas trop d'expérience de ça, mais c'est une donnée qu'on lit assez souvent en fait. Hein. Est-ce qu'on arrête là? Ben, nous, de toute façon, on reste là.
donc on peut continuer à dialoguer. Vous avez donc les beaux outils anciens de l'ethnothèque. Vous avez notre scie moderne et notre hache moderne, mais qui est une réplique des haches nord-américaines du 19e, qui est ce qu'on utilise nous. Et puis là, Lila et Rose sont à votre disposition. Elles ont amené quelques petits produits de la ferme, bouquins, posters, jus de pomme, confiture, etc. Donc voilà. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Le petit mot de la fin, vous connaissez certainement toutes et tous ce proverbe. Quel est le meilleur moment pour planter une forêt? C'était il y a 50 ans. Et le second meilleur moment, c'est aujourd'hui. Alors, je vois qu'on est plusieurs à avoir les cheveux blancs là, mais ne vous dites pas c'est trop tard. Plantez, 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 comme faisaient les anciens pour les générations à venir. Et moi, j'ai l'intention, tant que je ne suis pas totalement gaga et en chaise roulante, de planter jusqu'à mon dernier jour, quoi. On doit ça à la planète, on doit ça aux générations futures, puis en plus, ça donne du sens à notre vie, donc tout le monde y gagne, voilà, même les oiseaux. Merci beaucoup, en tout cas. Bonne plantation.